messieurs, bienvenue. Vous êtes anciens salariés de différentes entreprises de sous-traitance, de prestations de livraison en France. Nous vous remercions de vous être rendus disponibles pour nous faire part de votre témoignage dans le cadre de notre commission d'enquête qui poursuit un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations sur l'encadrement des relations entre représentants d'intérêts et décideurs publics. Et d'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Naturellement, votre audition s'inscrit dans le second volet de notre enquête pour mieux comprendre le phénomène d'ubérisation de l'économie et ses conséquences, en particulier dans le secteur de la livraison. Nous avons compris au cours de nos différentes auditions que le secteur de la livraison est marqué par une contrainte réglementaire particulière. Lorsqu'une entreprise, que ce soit un auto-entrepreneur ou non, opère une livraison pour compte de tiers, elle doit disposer d'une capacité de transport de marchandises. Pour obtenir cette capacité, il faut attester d'une honorabilité financière, d'un certain nombre d'heures de formation, comme pour obtenir la carte de VTC. Les livreurs auto-entrepreneurs ayant rarement cette capacité de transport de marchandises, les plateformes ou d'autres entreprises comme FedEx, par exemple, privilégient le recours à des sociétés de transport pour sous-traiter les livraisons. Je crois comprendre que vous avez été salarié de telles entreprises de transport exerçant en situation de sous-traitance, et je vous remercie d'avance des explications que vous pourrez nous apporter pour mieux comprendre ce modèle. Je voudrais juste vous préciser que malheureusement, nous aurons brièvement à suspendre cette séance pour pouvoir aller voter. Mais je pense que ce ne sera que quelques minutes, mais à mon avis d'ici une dizaine de minutes. Voilà, donc je voulais quand même vous prévenir pour que vous ne soyez pas surpris. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole pour vos propos liminaires, avant d'entamer les échanges sous la forme de questions et réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter l'un après l'autre à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Peut-être commencer par M. Doll ou M. Street. Je le jure. Je le jure. Ouais. Merci, merci messieurs. Je vous laisse la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Bonjour à tous. Hervé Street, sous-traitant FedEx et président de l'association de défense des sous-traitants Transport France. Alors, ma petite histoire, c'est qu'à l'automne 2016, il y a un différend qui a surgi entre FedEx et moi-même en raison de mon refus de consentir aux conditions de travail de plus en plus exigeantes ainsi qu'aux conditions financières qui directement encourageaient la commission de fraude. En tant que sous-traitant, j'ai été évincé de l'entreprise FedEx en mars 2017 pour avoir fermement défendu une position juridique contre l'ubérisation des sous-traitants de cette entreprise. À l'heure actuelle, notre association est engagée dans une lutte contre les pratiques de toutes les plateformes de livraison express. En vue de réduire ses coûts, FedEx, qui dispose de son propre savoir-faire et de ses propres chauffeurs, recourt et a toujours recouru à l'externalisation de ses tournées à des prix excessivement bas par le biais de la sous-traitance. Les livreurs travaillant pour des sous-traitants de FedEx ne sont pas rémunérés lorsqu'ils se présentent chez un client ou rencontrent des problèmes d'adresse, contrairement aux chauffeurs employés directement par FedEx. De plus, les prix pratiqués par FedEx sont excessivement bas et ne permettent pas aux sous-traitants de couvrir tous leurs coûts de leurs tâches contractuelles. Ces conditions de travail inhumaines obligent de nombreux sous-traitants à recourir à la fraude pour survivre, tandis que les chauffeurs subissent une pression constante et sont contraints de soumettre de nombreuses infractions au code de la route allant du simple stationnement anarchique à la mise en danger de la vie d'autrui. Entre-temps, un chauffeur directement employé par FedEx bénéficiera d'avantages qui ne peuvent être accordés aux chauffeurs sous-traitants, tels que les heures supplémentaires, un 13e mois ou encore une participation aux bénéfices. Il convient de souligner, par exemple, que le sous-traitant n'a pas la possibilité de payer les heures supplémentaires. Par exemple, si un sous-traitant déclare que son chauffeur travaille à temps plein, il ne sera payé que 7 heures par jour, alors qu'il effectue en réalité 10, 12 heures, voire encore plus chez d'autres prestataires comme Amazon. C'est également la raison pour laquelle, bien souvent, les donneurs d'ordre refusent de communiquer les lettres de voiture et les feuilles de tournée, car les expertises de ces documents révèlent immédiatement la fraude. En 2017, la vice-présidente Mathilde Goffard, donc vice-présidente de FedEx, a tenté de me persuader, ainsi que mes avocats, que des frais de 4 200 € pouvaient être couverts avec un chiffre d'affaires de seulement 1 800 € par tournée.
Pourtant, l'article 10.2 du contrat type de sous-traitance, alors il y avait un contrat type de sous-traitance de 2007 à 2019, il y en a eu un nouveau en 2019. Et il stipule quoi? Il stipule que dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la prestation rendue conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 92-1445 du 31 décembre 92. Modifié, je passe le reste. En réponse à mes significations, notamment par l'huissier de justice, j'ai simplement reçu une mise en demeure de reprendre les tournées sous peine de voir mon contrat s'arrêter avant de voir mon contrat cassé par TNT FedEx, car je refusais de travailler à perte et parce que mes chauffeurs ont exercé leur droit de grève. En 2023, le président actuel de FedEx, Frédéric François, persiste dans ce que certains appellent le dumping social et ce que j'appelle moi de la fraude organisée, en refusant d'examiner mes pièces ainsi que celles d'autres sous-traitants. On me répond qu'on accepte de discuter avec nous sous réserve qu'on communique les éléments obtenus dont on sait qu'à terme, ces documents seront utilisés contre les sous-traitants et les chauffeurs. Pourtant, FedEx nous a remis un document d'avocat démontrant, suite à une enquête interne étouffée depuis, que d'autres sous-traitants FedEx ont la tête sous l'eau à cause des tarifs. Ce document nous a été communiqué, bien sûr, par les avocats de FedEx. Nous soupçonnons la direction de FedEx France, dirigée par Frédéric François, d'empêcher les sous-traitants d'accéder aux dirigeants américains de l'entreprise qui semblent ignorer les pratiques de gestion en vigueur en France, notamment en ce qui concerne les problématiques liées aux appels d'offres. Lors d'une entrevue avec le président de FedEx le 31 janvier 2023, celui-ci s'est borné à refuser d'examiner mes pièces, me rappelant que j'étais le seul en France à me plaindre. De là, j'ai fait une caravane des sous-traitants qui a fait le tour de France et les problèmes chez FedEx sont très nombreux, mais le président se borne à dire que tout va bien et refuse toujours de m'entendre. En 2015, toutes ces plateformes de messagerie express ont été condamnées à une amende de près de 673 millions d'euros pour entente illicite sur les prix. En 2014, dans la région Nord, TNT FedEx s'est vu infliger une amende de 14 millions d'euros après négociation avec l'URSSAF, principalement pour des infractions relatives à la sous-traitance, malgré que je n'ai jamais été en mesure d'obtenir ce document. La prolifération des dépôts de bilan est un problème qui est ultimement assumé par le contribuable, tandis que de nombreuses petites entreprises sont laissées pour compte avec des factures impayées émanant de leurs sous-traitants. En outre, la fraude et le travail dissimulé sont également des fléaux qui coûtent des millions d'euros à l'État. Je suis convaincu que la fraude est organisée, souhaitée et délibérée. Les sous-traitants et leurs chauffeurs sont victimes d'un fléau qui s'étend à la plupart des emplois en France. FedEx et les autres plateformes ne peuvent ignorer ces pratiques puisque je leur rappelle régulièrement. Que dire de mon ancien chef de centre TNT FedEx qui nous prévenait des contrôles d'URSSAF la veille? Il y a quelques jours à peine, j'ai à nouveau proposé à Frédéric François, actuel président de FedEx, de se rendre sur le terrain avec moi et en présence d'inspecteurs du travail, de l'URSSAF et des impôts pour constater ces pratiques. Je n'ai reçu aucune réponse. Depuis 7 ans, je suis confronté à l'indifférence implacable de ces mastodontes économiques. L'État, bien qu'en mesure de les ignorer, serait coupable de tolérer leur fraude et leur travail dissimulé, acte moralement inacceptable. Aujourd'hui, je lance un appel solennel à l'État, au gouvernement et à toutes celles et ceux qui me prêtent une oreille attentive aujourd'hui. Ne laissez pas le travail illégal se légaliser par inaction. Merci de votre attention. Rebonjour à tous, je vous remercie de cette audition. Donc moi, je m'appelle Alexandre Dole, j'ai commencé dans le transport à 19 ans en alternance en passant mon BTS à Montpellier. Après diverses expériences, je suis rentré chez TNT début 2005. J'y suis resté presque 15 ans puisque j'ai été licencié par totale transparence avec vous pour faute grave décembre 2019. La faute grave étant d'avoir finalement pris la défense de certains sous-traitants face à la montée de ce que moi j'appelais le passage de l'immoralité à l'illégalité. À partir du moment où j'ai expliqué à mes responsables que ce qu'on faisait et ce qu'on demandait de faire aux sous-traitants était tout simplement illégal, il s'est avéré par le plus grand des hasards qu'un mois et demi après, j'étais dehors. Après 15 ans de bons et loyaux services, sans le moindre avertissement, et souvent les félicitations de mes responsables qui donc plus tard m'auront licencié. Quel est le problème dont on parle aujourd'hui et dont on souhaite parler? C'est que Hervé Street vous a expliqué une version qui est celle des sous-traitants, dont moi, qui étais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire à la fin de mon expérience en tant que responsable de camionnage, ce qui est l'équivalent d'un responsable d'exploitation, ce qui est l'équivalent en fait d'un adjoint de chef de centre, je peux attester de tout ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai des documents de cette société qui, FedEx, moi je suis rentré chez TNT en 2005, FedEx a racheté TNT, donc je peux parler de toute cette période-là.
juste avant mon départ, on en était encore au même trait que ce qui est en train de se prévenir là, pour les mois à venir. Des éternels projets d'économie ou de saving, puisque c'est le terme américain. Le but étant de dire aux sous-traitants, écoute, voilà, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on a signé un contrat. On avait convenu de tarifs ensemble. On avait donc convenu d'une relation commerciale que nous, on va briser, puisqu'on va te demander non pas d'augmenter tes tarifs, puisque le cours de la vie augmente, mais de les baisser. Parce que tu comprends, nous, très grande entreprise, il faut qu'on dégage un petit peu plus de marge que l'an dernier. Et ainsi de suite chaque année. Je retransmets ça dans la vie sociale de monsieur et madame tout le monde. C'est comme si un patron, un employeur, disait à son salarié, voilà, écoute, tu travailles très très bien, mais chaque année, je vais baisser ton salaire. Et il arrive à un moment donné où le salarié se dit, comme un sous-traitant se le dit, si bon alors, ça se fait pas, c'est pas légal, le contrat n'est pas respecté, mais après tout, j'ai des charges, j'ai des enfants, j'ai des factures, j'ai un loyer, tant pis, on n'ira plus au cinéma. Et puis on dit, alors l'année d'après, tant pis, on partira plus en vacances. Sauf que le cinéma et les vacances, chez un sous-traitant, c'est sa marge. Et puis qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de marge. Et quand il n'y a plus de marge, il faut quand même continuer à payer les échéances. La location des camions, le gasoil, les assurances et les charges sociales. Les charges sociales, c'est ce qui nous appartient à tous, c'est des impôts. Et ces impôts-là, il y a un moment donné où le sous-traitant se dit, en fait, c'est ma seule variable d'ajustement, donc il faut que je réduise ma masse salariale. Mais moi, je ne peux pas aller dire à mon petit salarié, mon petit chauffeur, qui tous les jours fait 8, 10, 12 heures payées 7, puisque les marges ne permettent pas de payer les heures supplémentaires, je ne peux pas lui dire que je vais lui baisser son salaire. Donc, je ne vais plus le déclarer à temps plein. Je vais le déclarer à mi-temps, ça fera moins de charges. Ou alors, carrément, je ne le déclare plus du tout. Et je croise les doigts pour qu'il n'ait pas de problème. Et puis, pour essayer de compenser ce que je vais lui donner au black, comme on dit, je vais lui demander peut-être d'être déclaré à Pôle emploi, à l'assurance maladie, à la CAF, etc. Alors évidemment, on peut cibler le sous-traitant en disant que ces gens-là ne participent pas à l'effort de guerre. Mais moi, j'aimerais surtout, pour l'avoir vécu de l'intérieur, qu'on sache que, et notamment chez FedEx, et notamment ce que demandait, moi j'ai eu affaire essentiellement à la prédécessrice de M. Frédéric François, c'est-à-dire Mme Mathilde Goffard, j'ai eu ces rapports, j'ai eu ces demandes, j'ai eu, par le biais de mon chef de centre, les obligations chaque année de renégocier les contrats toujours à la baisse. Et j'ai eu des gens comme Hervé, j'ai eu Hervé en face de moi, puisqu'on a eu travaillé ensemble, j'ai eu Hervé en face de moi, à qui moi-même j'ai dû dire, écoute, tu travailles très très bien. Normalement, quand on vous convoque pour vous dire bravo, vous avez fait du super boulot, c'est pas pour vous dire, par contre, je vais te punir financièrement. Ça se fait pas dans la vraie vie. Mais dans la vie de ces sociétés-là, ça se fait. Et on englobe ça sous le très joli terme de saving, parce que ça sonne bien, saving. Ça fait comme une petite cloche. Voilà. Donc moi, je peux témoigner de ça, et je peux aussi et surtout témoigner, avec des éléments à l'appui, bien évidemment, le logiciel qui était employé, ou comme je l'avais déjà expliqué auparavant, nous, on savait à peu près, sur le logiciel qui était fourni, à quelque chose près, on savait ce que ça allait coûter, pas rapporter, ce que ça allait coûter telle prestation à tel sous-traitant. J'ai par exemple les éléments qui concernent M. Street. Et puis, ensuite, il y avait ce que nous, on lui proposait. Je dis bien ce qu'on lui proposait, puisqu'en fait, on sait très bien que toutes les négociations étaient biaisées. On n'accepte pas le tarif de quelqu'un, on le négocie. À partir du moment où on le négocie à la baisse en permanence, c'est que quelque part, s'il veut travailler avec nous, on lui impose un niveau de revenu pour son entreprise. Mais moi, je savais, en fait, quand je recevais M. Street ou d'autres, j'avais devant les yeux le logiciel de l'entreprise qui me disait, voilà, ça va lui coûter 27 000, mais débrouille-toi pour qu'on lui propose 21 000. Où sont passés les 6 000 d'écart? Pas dans sa poche, pas dans celle de l'État. Qu'elles aillent dans la poche des actionnaires, moi, ça ne me dérange absolument pas, dans la mesure où chaque acteur de cette entreprise touche un revenu, qu'il soit un revenu commercial ou un revenu salarial, touche un revenu qui lui permette de vivre décemment. Voilà. Donc, moi, je vais être moins prosaïque qu'Hervé sur le texte. Mais voilà, moi, de quoi je peux attester. Et j'ai là, dans mon ordinateur, des messages de sous-traitants qui me disaient, à l'époque où j'avais mon téléphone professionnel, mais je m'en sors plus. Tu sais, je te le dis à toi, mais je suis obligé de tricher. Au lieu d'avoir 15 chauffeurs, j'en mets 14 et puis je pressurise les 14 ou les 13
parce que sinon je ne m'en sors pas financièrement avec ce qu'on me donne, et on m'a encore demandé de baisser mes tarifs, et on m'a dénoncé mon appel d'offres. Imaginez qu'on vous dise, c'est très important de retranscrire ça pour pas juste avoir une vision d'entreprise qui est parfois complexe à comprendre, qu'on retransmette ça dans nos vies à nous, si on faisait des métaphores. Imaginons qu'on nous dise, ben voilà, vous avez pris un crédit, il y en a pour 800 € par mois pour votre appartement. Bon, mais ok, d'accord, on cale notre vie sur 800 € par mois, avec un certain revenu. Et puis ensuite, on vous dit, ben non, non, ce sera plus 800, l'année d'après, ce sera 900 ou 1000, et puis c'est très hasardeux, et puis voilà. Enfin, il y a un moment donné où on a besoin quand même que d'abord l'entreprise dégage une marge, et puis on a surtout besoin qu'on ne renégocie pas tout le temps à la baisse. Ça, c'est pas possible. Parce que derrière ça, il y a des tas et des tas et des tas de gens dont on brise les vies. Et des sous-traitants comme Hervé, moi j'en ai vu des dizaines. Et des grands costauds, parce qu'on vient tous les deux de la région marseillaise. Des grandes gueules marseillaises dont on rigole parce que l'accent est chantant. Des gens qui avaient 10, 15, 20 ans, 30 ans d'expérience, en pleurs devant moi parce qu'ils étaient en train de tout perdre, parfois même leur propre famille, parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans ces cas-là, ça découle sur la vie personnelle. On travaille 25 heures par jour si possible, histoire de dégager quelque chose, et puis on n'y arrive pas. Donc voilà, moi je suis là pour répondre à vos questions sur ces sujets-là, et je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose, en accord avec la rapporteure, qu'on suspende peut-être maintenant. Je crois qu'il reste quelques orateurs d'explication de vote, mais qu'on puisse le faire, et comme ça, après, on reprendra pour l'échange avec vous. Merci beaucoup. Rien de notre travail de parlementaire en séance. Écoutez, je vous remercie pour vos exposés liminaires, et je propose donc d'ouvrir aux questions, peut-être en commençant avec la rapporteure. Oui, merci. Votre entreprise en tant que telle n'est pas une entreprise de l'ubérisation, mais si nous avons trouvé intéressant de vous auditionner après avoir pris connaissance en fait de la caravane des sous-traitants que vous avez pu organiser, Monsieur Street, et qui nous a permis par ailleurs d'être en contact aussi avec vos témoignages, Monsieur Dole, c'est que on voit bien que dans la livraison, il y a eu, depuis le développement de l'ubérisation, une énorme mutation du secteur. Et le dumping social énorme que constituent les plateformes de l'ubérisation qui mettent des travailleurs ubérisés en situation d'auto-entrepreneur dans les mises en relation entre entreprises et clients, magasins et clients, a eu un impact sur tout le secteur de la livraison. Est-ce que vous pouvez confirmer de votre point de vue que l'évolution dans votre entreprise du rapport à la sous-traitance, qu'il s'agisse de vous, Monsieur Street, en tant que société de sous-traitance, ou vous, Monsieur Dole, en tant que, quelque part, organisateur de cette sous-traitance en interne, est-ce que vous avez pu être témoin, en fait, d'une évolution de la pression au dumping social, du fait même de l'explosion de l'ubérisation dans l'ensemble du secteur, même s'il n'intervenait pas directement dans votre entreprise, mais on sait qu'il intervient par d'autres entreprises. On a notamment souhaité auditionner la filiale de la Poste Stuart, qui, elle aussi, a recours à la fois de la sous-traitance et à la fois des autres entrepreneurs. Alors oui, effectivement, on va constater... Alors, il y a eu beaucoup de problèmes avant de 2014-2015, mais c'est surtout à partir de 2014 qu'on commence où l'ubérisation commence à rentrer dans la messagerie express, notamment avec la société Amazon, qui commence à demander aux plateformes de messagerie express de gérer la livraison de colis. Là, vous avez tous pu le constater, vous avez tous plus ou moins eu un jour un compte Amazon. La livraison, au départ, elle était très peu chère, et puis maintenant, elle est carrément gratuite. On en vient même à se demander des fois sur quelle marge ils arrivent à payer leurs prestataires de transport. Concomitance, c'est à partir de 2015 où on a eu en premier UPS qui a raté le rachat de TNT et où FedEx arrive à racheter TNT, à l'autorisation de les racheter. Et là, c'est de pire en pire. Les prix à la baisse en permanence, mais quand je dis à la baisse, ce n'est pas 5 ou 10%. Je prends un exemple d'une tournée que moi j'avais parmi tant d'autres, où j'arrivais à faire 5 500 € hors taxe de chiffre d'affaires. En un mois, elle est passée à 1 800 hors taxe. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse un chèque, moi, à la fin du mois. Tout cela, je l'ai sur les préfats qu'on voit. Entre le 31 août 2016, par exemple, et le 1er septembre, le changement est clair.
Donc oui, l'ubérisation, toutes ces plateformes, ça incite à la fois le client à commander pas cher, à avoir la livraison gratuite, mais derrière, il y a des répercussions. Il y a des répercussions forcément sur le sous-traitant. Et le sous-traitant, à un moment donné, la position dans laquelle il est placé, c'est que soit il meurt de suite, soit il essaye de survivre. Et malheureusement, pour survivre, la plupart de mes confrères utilisent des méthodes frauduleuses, malgré le fait qu'ils n'ont de cesse de relancer le donneur d'ordre, tout comme je l'ai fait moi, que ce soit par écrit, par huissier, par recommandé. Les donneurs d'ordre sont aux abonnés absents. Et là, c'est tous les donneurs d'ordre. On le voit, on l'a vu cet été avec Amazon, avec Fast Dispatch, où il y a eu 1200 ou 1500 licenciements d'une société qui avait pour unique client Amazon. Je crois que c'est H&M ou HD Transport encore plus récemment, là, chez Amazon aussi, pareil, à Bouc-Bel-Air. Je le retrouve moi chez DPD, je le retrouve chez GLS, chez UPS. On a de nombreux adhérents, de nombreuses sociétés qui arrivent et qui nous disent on n'en peut plus, on a bouffé toute la trésorerie, quoi. On a fait des crédits, on a bouffé tout le crédit et ça fait 2 ans qu'on ne se paye pas. Beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est pas 5 ou 10%, c'est beaucoup, c'est 50 à 80% de témoignages et d'estimations de fraude dans le transport, où j'ai des gens qui m'écrivent à un moment donné, on ne s'en sort plus financièrement, à moins de faire du travail illicite. Si seulement on était tous solidaires, on n'en serait pas là aujourd'hui à travailler gratuit et dans l'illégalité. Il faut savoir qu'un sous-traitant sur 2 aujourd'hui ne se paye pas. Et après, je vous donne mes chiffres à moi, et je suis sympa. Un sous-traitant sur 2 a recours à la fraude et au travail dissimulé. Et la troisième méthode, c'est celle qu'on applique, c'est celle qu'on m'a conseillée à moi. Moi, j'avais un chef de centre qui me l'a conseillé de faire comme les autres, soit de travailler au noir, soit de déclarer mes chauffeurs, mais de ne pas payer l'URSSAF, de ne pas payer la TVA, et au bout de 2 ans, de déposer le bilan, en me donnant la garantie que je serai repris, sans passer par la procédure d'appel d'offres, puisqu'on sait très bien que chez donneur d'ordre, comment ça marche, les procédures d'appel d'offres, mais on y viendra plus tard. Et donc, ce qui se passe, c'est que régulièrement, vous avez des gars qui vont déposer le bilan avec 300 000 € de dette au tribunal de commerce. Ils n'ont fait aucune faute de gestion, ils ne sont pas assez payés. Le tribunal de commerce annule la dette, enfin annule. C'est le fonds de garantie qui va prendre en charge les salaires. L'État s'assoit sur les recettes et pendant ce temps, indemnise les salariés qui seront repris plus tard par leur patron. Le patron recrée une boîte au nom du tonton, du cousin, du meilleur ami, de sa femme, voire même, vu que au tribunal de commerce, les interdictions de gérer sont rarement prononcées la première fois ou quand on n'a pas fait de faute, recrée directement une boîte à son nom. Et comme me l'a confirmé encore récemment un cadre qui est toujours en activité chez FedEx, il y a des sociétés qui sont reprises 7, 8, 9, jusqu'à 11 fois, je crois, sous différents noms. Après, il le sait, ils le savent, puisqu'il me l'a confirmé, ce monsieur, puisque c'est toujours la même personne qui reçoit dans le bureau, qu'importe le nom qui a marqué sur le cabis. Voilà, cette personne, si vous voulez, tout à l'heure, je vous communiquerai son nom pour l'auditionner. Moi, je suis arrivé avec toutes ces preuves en 2017, notamment dans le bureau de la présidente Mathilde Goffard, où je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, parce que je ne savais pas que c'est elle qui avait organisé ce système. J'étais loin de m'en douter. Et on lui a démontré que je touchais 1 800 € pour des tournées à perte qui coûtaient 4 200 €. Elle m'a dit, vous en sortez. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, regardez, les sociétés qui sont créées, coulées, dont on m'a demandé à moi. On m'a dit, voilà, ton camarade, il a coulé avec 400 000 € de dette. Pour le moment, il n'a plus de société. On m'a demandé de réembaucher les chauffeurs de ce camarade, chose que j'ai fait, parce que sinon, je perdais mon contrat. Et j'avais encore 50 crédits sur mes camions et des chauffeurs à nourrir. Donc, je l'ai fait. J'ai embauché les chauffeurs-livreurs de mon camarade transporteur. Le temps qu'il remonte une société à un autre nom, au nom de sa femme, en l'occurrence, il a inversé les lettres de la société et on lui a redonné le contrat. Donc, à chaque fois, qui c'est le grand perdant? C'est l'État, dans tous les sens du terme. L'État s'assoit sur les recettes, mais l'État sort aussi énormément d'argent, puisque quand vous avez des chauffeurs qui sont payés en espèces sur le quai, il faut savoir que même s'ils ne sont pas complices, parce qu'on leur impose ces conditions, pendant ce temps, ils perçoivent les prestations sociales, ne payent pas d'impôts. Donc il y a un manque à gagner énorme aussi pour l'État. Voilà. Je te laisse la parole, Alex. Merci, du coup. Oui, donc, pour revenir sur votre question,
vous parlez du rapport on pourrait établir, quel rapport on pourrait établir entre ce que nous on a connu et l'ubérisation, au final, pour faire une sorte de parallèle. Essayons de redéfinir. La conséquence, est-ce que le développement de l'ubérisation a eu un impact aggravant ce que vous décrivez? D'accord. Dans l'ubérisation, par exemple, les premiers prémices qu'on a eues, qui ont été visibles dans une entreprise comme TNT et puis très rapidement chez FedEx, ça a été la géolocalisation. Ça veut dire que chaque chauffeur qui part le matin en livraison, sans qu'il l'ait demandé ni accepté, est géolocalisé par le biais de son scan. Aujourd'hui, vous récupérez un colis, vous commandez sur Amazon, et c'est la même chose grosso modo chez FedEx, vous commandez sur Amazon, vous pouvez suivre le tracé du véhicule, j'ai encore eu un exemple l'autre jour, là, à titre personnel. On m'indique que le chauffeur est à 3 rues de chez moi, il lui reste 2 livraisons à faire. Puis il lui reste 1 livraison à faire. Puis il arrive chez moi. Effectivement, tac, le chauffeur se gare chez moi. Et en plus, le chauffeur s'excuse parce qu'il aurait dû être là avant 15h et qu'il était 15h08. Ce qui a grandement changé ma vie, d'avoir 8 minutes plus tard mon colis. C'était un jeu pour ma fille, elle n'en est pas morte. Mais pour autant, lui, il est tracé toute la journée. Si on remonte l'échelle de ce qu'on peut considérer comme de l'ubérisation dans le transport express, ça veut dire que derrière cette géolocalisation, il y a en plus une forme d'ingérence qui est que les salariés de l'entreprise FedEx, par exemple, sont amenés, alors c'est valable chez tous les donneurs d'ordre, je parle de ce que moi j'ai connu et ce que j'ai vu, les salariés ont la liste de téléphone des chauffeurs, des sous-traitants, ils les appellent eux-mêmes pour leur dire, voilà, il faut que tu ailles chez un tel, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire que le salarié d'une entreprise demande à l'autre salarié d'une entreprise de se justifier de son travail. C'est une forme d'ingérence, c'est totalement interdit. Autre phénomène de l'ubérisation, de ce que ça a pu transformer, moi j'avais, on a des sortes d'analystes de data, comme ça peut se faire dans toutes les entreprises, qu'on appelle des RSO, responsables support aux opérations. Hervé y a eu droit lui aussi en son temps. Ce sont des gens qui arrivent sur un centre, alors ils ont une région à gérer, puis ils arrivent sur un centre, ils prennent de la data, ils disent voilà, bon, alors il y a telle tournée, sans savoir ni où est-ce que ça va, ni combien il y a de chauffeurs, ni l'antériorité de l'entreprise, on ne se soucie pas de tout ça. On est sur un processus d'analyse qui est très basique, c'est-à-dire on ne doit pas dépasser tant, lui il est à tant de plus, donc il faut enlever tant de moins. On convoque séance tenante le patron en lui disant voilà, certes on respecte ce que j'expliquais brièvement tout à l'heure, certes on respecte les données du contrat qu'on a signé ensemble, mais on estime que finalement maintenant tu gagnes trop, donc il va falloir que tu redescendes tes marges, sinon, menace, et ça j'y ai assisté, sinon on dénoncera ton contrat, on le met en appel d'offres, mais on ne te le refilera pas à toi, on trouvera toujours quelqu'un de moins cher que toi. C'est-à-dire que vous signez un contrat, vous le respectez, vous faites du bon travail, et on vient vous dire tu gagnes trop. Mais on a un contrat, on a un contrat. Pas comme ça que ça marche, normalement, une renégociation. Dans tous ces phénomènes, moi, j'entendais souvent dire, mon responsable support aux opérations, je lui expliquais que j'avais des échanges avec des sous-traitants. Alors, je vous en donne quelques exemples. Un sous-traitant, dont je ne vais pas donner le nom, parce qu'il est mort de peur à l'idée qu'il puisse, de ce fait, être éjecté, mais que je pourrais vous fournir si vous en avez besoin. Parlant du responsable, du fameux responsable, en l'occurrence M. Christophe Guéant, il peut faire ce qu'il veut, pour moi c'est fini, je ne suis plus en contrat de toute façon, c'est fini pour moi à la fin du mois, financièrement je suis au bord du gouffre, je ne peux plus rester comme ça sans rien faire, ma société est trop impactée. Considérons que c'est un cas à part, je passe à un autre exemple. Ouais, comme les autres, il s'en fout de nous. Je dois t'avouer que je trafique un peu. J'essaie de tester à 13-14 chauffeurs au lieu de 15, parce qu'ils ne s'en sortaient plus, pour gratter, mais c'est impossible, ça me détruit la vie et les gars. Allez, considérons que c'est encore un mauvais gestionnaire. Je passe à un troisième exemple. Tous les jours, je ne vis plus. Bonjour Alex. Tous les jours, je ne vis plus. Je me bats, j'ai l'impression qu'on m'a ciblé, sous-traitants qui me demandent quand j'arrête, qui viennent voir mes salaires. Maintenant, on leur fait entendre que s'ils assurent, ils seront repris par le nouveau, alors que j'ai toujours pas perdu mes tournées. Je sais que je reste qu'un sous-traitant et malgré cela, je vous demande juste d'être vrai avec moi. Dites-moi si je vais disparaître ou pas. Troisième mauvais gestionnaire. Je passe à un quatrième, sait-on jamais. Parlant du même responsable. Alors, je ne cible pas la personne de ce responsable, je cible sa manière d'agir.
Il me dit, de toute façon, si ça continue comme ça, je serai obligé d'arrêter mes tournées. Moi, je lui réponds par SMS, 22h03, mon contrat se terminait à moi à 17h. Mais comme je prenais les chauffeurs à cœur et surtout les petits patrons, j'essayais d'être réactif pour eux. Ça n'a pas été très utile puisque ça m'a permis d'être viré, mais j'essayais d'être réactif. Je lui réponds, je lui explique que, pardonnez-moi du terme, mais que si jamais il arrête ses tournées, je comprends parfaitement, je dis, mais le pire, c'est que nous, je comprends ce que tu vis, et en même temps, nous, si tu arrêtes tes tournées, on va se retrouver dans la merde. 15 tournées en pic période, c'est-à-dire les périodes où il y a les plus forts flux, on va clairement se retrouver dans la merde, et je m'excuse du terme, c'est ce que j'ai employé. Il me dit, mais qui sera dans la merde? Ceux qui refusent d'entendre que je ne suis pas rentable? 4 exemples. Hein. On peut en citer plein comme ça. On avait un 5e avec ce qu'il vient de citer, et c'est comme ça. Ouais. Vous demandez à des sous-traitants ou à des chauffeurs, s'ils sont polis, ils vont dire, ouais, c'est pas facile. Bon. Moi, je ne considère pas qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, soit vouée à être l'esclave d'un grand donneur d'ordre, à perdre de l'argent, à disparaître et à être recréé pour en remplacer. Et je termine mon propos sur ce sujet par le fait que ce même responsable support aux opérations, un jour, m'avait dit, dans un mail il me semble que j'ai ici, dans l'ordinateur, je lui dis, mais attendez, là, le chauffeur, le patron, il demande ça, on lui a déjà baissé ses tarifs, lui, il demande à être à minima à ça pour pouvoir égaliser ses coûts, et on m'explique qu'il faut toujours les faire couiner un petit peu, je cite, hein, il faut toujours les faire couiner un petit peu, il y a un moment donné où on saura quand ça va trop bas, et puis tu sais, Alex, il y en a d'autres des sous-traitants, si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Voilà. Je pense qu'on est dans une forme d'ubérisation, je pense qu'on est dans une des formes de dérive du transport express. Et je ne suis pas sûr que ça puisse être accepté en l'état. Je voudrais juste rajouter un petit truc sur l'ubérisation. À partir de 2015, par exemple, ce qui a changé chez tous les donneurs d'ordre, pas que chez FedEx, c'est la livraison gratuite. Elle est devenue, s'est opposée à tous les transporteurs. En gros, ça veut dire que je me présente chez vous, si vous êtes là, je suis payé, j'encaisse 2,50 €. Si vous êtes absent, les 2,50 €, je les encaisse plus, je travaille gratuit. Tout ça, bien entendu, c'est inscrit dans les contrats sous la forme de vous êtes payé si le client est là, livraison effectuée. Livraison absent, vous n'êtes pas payé, c'est gratuit. Et il faut savoir que quand vous avez 2 tournées sur 6, où c'est que des particuliers que vous avez à livrer, vous savez que le particulier il est rarement là, donc et bien là, la moitié de votre tournée n'est pas payée, donc voilà comment on arrive aussi à des pertes. Et ça, ça a été l'objet aussi de mon contentieux chez FedEx, qui me l'ont dit très clairement, et ça a fait l'objet d'un dépôt de plainte d'ailleurs, à l'époque. Maintenant, tu travailles gratuit, si tu n'es pas content, il y a la porte. Merci. Et je me permets de confirmer ces propos, effectivement. Je confirme absolument, et c'était effectivement inscrit dans les contrats, que dès lors qu'un chauffeur se présentera chez vous, quand vous ouvrez la porte, c'est très bien, il est payé, si tout se passe bien. Si jamais vous êtes ici à l'Assemblée, que personne ne réceptionne le colis, la logique est qu'il ne le laisse pas devant votre porte, parce que sinon, vous allez vous plaindre, et vous aurez raison. Donc il va le ramener au dépôt, on va le lui reprocher, parce que comme il est géolocalisé, qu'il n'a pas fait la livraison, on va l'appeler pour lui dire « justifie-toi du fait que le colis, tu n'as pas pu le livrer », première pression. Deuxième pression, quand il va rentrer, on va dire tu vas y retourner demain, mais le déplacement que tu as fait, quelle que soit la destination, tu ne seras pas payé pour ça. Tout ce que vous décrivez montre à quel point on arrive à des pratiques totalement illégales, qu'il s'agisse du travail dissimulé, du non-paiement de taxes, de cotisations sociales, et j'en passe. La nouvelle réglementation qui oblige les plateformes d'intermédiation à un devoir de vigilance accrue à partir de juin 2023, est-ce que vous en avez eu vent? Est-ce qu'elle a eu des conséquences un peu de protection? Et sinon, quelles seraient finalement les modifications législatives ou réglementaires qu'il faudrait apporter pour améliorer la situation à la fois des travailleurs de ces entreprises de sous-traitance et des petites entreprises elles-mêmes? Alors, j'en ai eu connaissance pour les Uber. Donc, les sous-traitants de transport en TRM 3,5 tonnes ne sont pas concernés. Donc, ce qu'il faudrait changer. Donc, déjà, ce qu'il faudrait changer, c'est la méthode de changement. Vous voyez, par exemple, là, pour le contrat type de sous-traitance qui a été voté en 2003, qui a été modifié par la suite en 2007, en 2009, en 2017.
Là, dans ce contrat tel qu'il a été fait à l'initial par le législateur, il disait que l'ensemble des charges devaient être couvertes par le contrat, que ce soit des charges directes ou indirectes. Et c'est resté valable jusqu'en 2019. Curieusement, quand le législateur refait le nouveau texte, cela, on ne le retrouve plus. Ensuite, le sous-traitant était protégé. Il avait une garantie de chiffre d'affaires aussi annuel, ce qui fait qu'il pouvait investir dans des véhicules, enfin se projeter. Cela a curieusement disparu aussi. En fait, ce contrat type de sous-traitance, qui imposait des règles aux donneurs d'ordre, il a disparu dès qu'Amazon a commencé avec Uber à faire de l'ubérisation, comme on appelle, et à imposer des pratiques où on casse les prix, où on fait de la livraison gratuite. Et donc, les donneurs d'ordre en messagerie express ont dû s'adapter. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler la date du dernier texte dans lequel ça a disparu? Alors, ça a disparu en 2019. Voilà. Vous le retrouvez sur Légifrance. De toute façon, vous avez la version initiale, ici, modifiée jusqu'en 2019, et la nouvelle version de 2019, qui est complètement vidée. Le sous-traitant n'a plus aucun droit. Voilà. On ne parle plus de... Les seuls trucs qui restent en faveur du sous-traitant, c'est ce qu'on appelle, le donneur d'ordre n'a pas le droit d'imputer unilatéralement des sommes sur la facture. Ce qui est faux, puisque aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'en dehors des avisés qu'on ne vous paye pas, on vous dit non seulement on ne te paye pas, mais en plus, comme tu t'es présenté en retard, au lieu de te payer 2,50, on ne te le paye pas, mais tu nous dois 10, 15 ou 20 euros. Mais on vous le dit que le jour où vous signez le contrat, à l'oral. C'est rare qu'on vous l'écrit de cette méthode. D'abord, c'est illégal parce que la pénalité ne peut pas excéder le prix du transport. Chez Chronopost, je crois que c'est 25 euros. On vous paye 3 euros si c'est livré, 25 euros si vous avez 1 minute de retard. Moyen détourné encore d'autoriser les pénalités aux donneurs d'ordre, parce qu'en vérité, même si on n'en parle pas là-dedans, c'est interdit par la loi. Parce que la convention collective, qu'est-ce qu'elle dit? La convention collective 3092 des transports, qu'un employeur comme moi, je n'ai pas le droit de demander à mon chauffeur ou d'exiger de lui qu'il aille plus vite, ou de lui accorder une prime de productivité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir derrière? Et j'ai encore publié récemment, il y a eu de nombreux chauffeurs-livreurs qui sont morts, dont un parce que son patron lui a demandé de faire le travail le plus vite possible pour ne pas être pénalisé. On a tous eu à le faire. Moi, j'ai dit à mes chauffeurs, faites le mieux, faites le plus vite. J'ai pas envie d'être pénalisé, j'ai déjà pas d'argent, je suis dans la merde, je ne sais pas où on va. Donc le chauffeur, il accélère. La moyenne d'un chauffeur en ville, il faut le savoir, vous l'avez tous pu le constater, c'est entre 70 et 120 km/h. Des drames, on en a. Il suffit d'aller sur le profil de mon asso ou sur Internet, vous les retrouverez. On les découvrira pas avec Palmade. Donc quand on dit à un sous-traitant et qu'on applique, qu'on lui dit tu as livré à 12h31 au lieu de 12h30, donc je te mets 10, 15, 20 euros de pénalité. C'est psychologique. Qu'est-ce qu'il fait le sous-traitant le lendemain? Il dit à son chauffeur, regarde les pénalités que tu as. Soit je te vire, soit il faut que tu livres à l'heure, soit tu magouilles. Parce que sinon, on ne va pas survivre. Et ce qui se passe le plus généralement, c'est que le chauffeur, il appuie sur le champignon, et puis vous voyez des véhicules qui ne respectent jamais les espaces livraison, garés sur les passages piétons, des véhicules de livraison garés sur des trottoirs, qui vous doublent à 180 sur l'autoroute. Tout ça, ça a l'air toléré par le système parce que, on peut le constater, ça continue, ça perdure, mais il faut savoir que c'est illégal. Hein. Le code de la route s'applique également à la messagerie express. Voilà, c'est pas que pour les trottinettes ou les skateboards. Un livreur n'a rien à faire ni en double fil, ni en triple fil, ni sur un passage piéton. Seulement, quand vous lui donnez 90 clients à livrer en 3 heures dans tout un arrondissement, à un moment donné, il y a un choix à faire. C'est où il mange à la fin du mois et il met la vie des gens en danger, ou il se fait virer et il n'a pas à manger immédiatement. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier propos à ajouter globalement sur les Uber Files? Je ne sais pas, sur... Oui, moi je voudrais surtout qu'on garde bien en tête, alors pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, c'est toujours la formule que j'emploie, c'est qu'on participe tous, même si on n'est pas fautif, tous ici dans cette salle, à un moment donné, on a commandé des colis sur Internet. Le e-commerce a été un des précurseurs de la destruction du métier, parce que c'est la course
c'est la course à celui qui arrivera à faire les tarifs les moins chers, puisque Amazon, par exemple, est arrivé sur le marché en disant vous allez livrer nos colis à des prix défiant toute concurrence. Ils ont imposé leur marché aux différents donneurs d'ordre. Ensuite, ils ont créé leur propre plateforme. On passera sur les aspects légaux des contrats, des respects des codes de la route, etc., avec des cadences totalement infernales. Les donneurs d'ordre ont essayé de s'aligner. De ce fait, on continué à négocier les contrats à la baisse, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tous ces phénomènes-là en cascade arrivent sur une seule et même excuse de la part des donneurs d'ordre, c'est de dire « Ah oui, mais attention, les sous-traitants, ce sont des indépendants, ils se gèrent. Nous, on ne fait pas d'ingérence. » C'est-à-dire qu'on impose de l'esclavagisme moderne, moi j'emploie le terme en tout cas, mais ensuite, quand il s'agit de rendre des comptes, on dit « Ah non, non, mais nous, on n'a pas à aller vérifier ce que fait le sous-traitant, nous, on le laisse se gérer tout seul. » On lui explique qu'il faut qu'il livre toujours de plus en plus, qu'il faut qu'il y ait toujours de plus en plus de colis dans son camion livré le plus vite possible. Mais, par contre, on ne va jamais prendre en compte ces remarques puisqu'il doit se gérer tout seul. Et je ne voudrais pas que le combat qu'on mène avec Hervé soit juste une manière de dire « Bon, mais alors ciblons les petits transporteurs, faisons des opérations marketing et visuelles à la télévision où on arrête des camions au bord de la route et on dit « Regardez, on a réussi à déjouer les faux pas d'un livreur qui roulait vite, qui était en excès de temps de travail, parce qu'on parle des excès de vitesse, mais dès lors que vous arrivez, vous savez, le transport, ça commence très tôt le matin. Quand on arrive à 7 h du matin, quand je dis 7 h, c'est tard, mais quand les chauffeurs arrivent à 6 h 30 le matin, ça veut dire qu'ils sont partis, grosso modo, à 6 h de chez eux. Ça veut dire qu'ils sont levés depuis, si tout va bien, 5 h 30, mais ils rentrent à 18 h, 19 h chez eux. Quand ils ne rentrent pas à 21 h, parce qu'il a fallu relivrer le colis de M. Dupont, je ne sais trop où. J'ai rien contre M. Dupont, en l'occurrence. Mais ce système-là, il n'est pas possible, mais j'aimerais pas qu'on se dise trompons-nous parce que le combat est trop rude, trompons-nous de cible, attaquons-nous au tout petit parce que c'est plus facile de faire des opérations marketing. Je voudrais bien qu'on comprenne que si nous, aujourd'hui, on est venu devant vous, si on dit ce qu'on dit et on n'a pas peur de le dire parce que de toute façon, on est sorti du système, je précise à titre très personnel que c'est parce que j'ai eu des échanges de soutien avec les sous-traitants que je vous ai lu tout à l'heure qu'on m'a viré. En me disant, ouais, mais tu es déloyal envers l'entreprise, on te vire pour faute grave. 15 ans d'entreprise, jamais un avertissement, sauf que ce jour-là, j'avais dit, non, mais là, ce qu'on leur fait faire, c'est plus possible. C'est pas possible, on est passé de l'illégal, de l'immoral, pardon, à l'illégal. Donc je voudrais surtout pas, voilà, ça va être mon mot de la fin, je voudrais surtout pas qu'on se trompe de cible. La cible, c'est pas les chauffeurs-livreurs, ce sont des héros du quotidien. C'est la fameuse première cordée, là. Il faut se dire tous les jours, on n'a pas à les applaudir à 20 h à la fenêtre, mais que sans eux, il n'y a pas de transport, concrètement, mais qu'eux sont surexploités. Et qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'ils font un métier qui les passionne. Leur seul diplôme, la plupart du temps, c'est leur permis de conduire. Mais ils sont extrêmement fiers de partir le matin, de parcourir Paris ou les campagnes de France pour dire « j'ai livré mes 80, 100, 120 colis dans la journée ». Ça... Voilà, ça c'est extrêmement important et je ne voudrais donc pas que les tout petits patrons qui créent des emplois, qui croient en leur projet, qui se disent j'ai 4 économies, je vais monter ma structure, je vais avoir des salariés, je vais prévoir l'avenir, etc. Je ne voudrais pas qu'on se dise ah ben on n'a qu'à les cibler et les contrôler massivement avec l'URSSAF. Non, non, non. S'ils en arrivent là, c'est bien parce que les donneurs d'ordre les pressurisent en se disant si c'est pas lui, ce sera un autre. Voilà. Ma seule cible, c'est eux. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concernait, l'entreprise FedEx. Merci beaucoup. Je vais juste vous rajouter un petit mot. Je ne pourrais pas tout dire parce qu'on est en train, avec mon avocat, Maître Emmanuel Molina, de préparer un dossier, surtout un dépôt de plainte sur cette thématique. Ça concerne les Uber. Donc moi, je suis allé à plusieurs reprises volontairement au contact des Uber, des livreurs Uber Eats, plus précisément, à Marseille. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, acheter un compte Uber, ça vaut à peu près dans les 1 000, 1 200 euros. Un faux compte, hein, bien entendu, hein, à Marseille. Parfois moins cher, c'est très rare. Mais un faux compte, c'est 1 000, 1 200 euros. C'est ce qu'on m'a proposé à moi. Enfin, j'ai demandé, j'ai un petit peu navigué, voilà. Qu'est-ce qu'il ressort de ça? Vous allez devant les McDo à Marseille, vous n'avez que des scooters. J'ai discuté avec ces gars. Parfois même, je me suis fait livrer, je l'avoue. Ils ne vous livrent pas à vélo, ils vous livrent à scooter ou à voiture, en voiture. Ils n'ont pas de licence de transport, contrairement à moi qui suis obligé d'en avoir. Il faut savoir que sur 2 roues motorisées ou 4 roues motorisées, la licence de transport intérieur est obligatoire.
c'est le deuxième fait. Donc, ils n'ont pas d'assurance non plus. Et alors, ils m'ont expliqué un truc. Alors, ça, je ne le savais pas. Alors, pour l'assurance, je m'en doutais un petit peu. Alors, ce qui se pratique beaucoup, c'est la carte PCS et le compte N26 ou N28. Hein, je n'ai pas tous les numéros en tête. C'est une banque allemande qui livre des cartes transparentes. Voilà, ils se font virer l'argent de Uber sur ce compte en Allemagne. Et ils ne déclarent absolument rien au fisc. Tous ceux à qui j'ai parlé à Marseille ne déclarent rien au fisc. Pour la simple et bonne raison que d'abord, il y a des faux comptes. Et puis la deuxième, c'est que allez, on va dire à 30-40%, je ne peux pas vous donner de chiffre exact, ils m'ont avoué être soit en carte de séjour, soit en illégalité. Voilà, c'est ce qui est constaté à Marseille. Donc la fraude est très, très importante à Marseille, y compris sur la réglementation au niveau des licences de transport. J'ai terminé. Monsieur le Président, je vous remercie, mais c'est vrai, j'ai plusieurs questions. Donc, si vous avez les vôtres avant, ça serait la moindre des courtoisies que de vous laisser la parole d'abord. Non, allez-y, Madame Rouleau. On a en fait l'intervenant suivant qui attend déjà. On a pris un peu de retard, mais je vous en prie, je vais vous laisser la parole. Donc, allez-y. Alors, Soit je vais faire un choix, soit je vais résumer. Je vous remercie pour vos interventions qui sont absolument, qui toutes les deux ont été passionnantes. Alors, vous avez des mots très forts. Vous avez fraude, travail dissimulé. J'ai noté une de vos phrases, Monsieur Hervé Street. J'ai noté « Ne laissez pas le travail illégal se légaliser ». Voilà. Vos propos, moi, les bras m'en tombent. Comment, dans un état de droit, en France, on peut effectivement laisser perdurer de telles situations? Alors, en vrac, parce que le temps nous est compté, peut-être vous pourrez noter ce que je dis parce que j'ai des milliers de questions. D'abord, pourquoi, quand on constate tout ça, pourquoi ne rompt-on pas, en tant que sous-traitant, son contrat quand on voit que de toute façon, malgré le travail qu'on fait, on ne pourra pas s'en sortir et qu'on est obligé de tricher, frauder, pas déclarer la TVA, etc. Qu'est-ce qui fait que le contrat vous lie à ce point que vous n'en voyez pas tout balader, on va dire, même si c'est mot pas joli, plus vite? Deuxièmement, ça c'est ma première idée de question. Deuxièmement, seconde idée de question, aujourd'hui j'ai entendu ici et là que vous êtes en procès, que vous avez déposé plainte. Alors voilà ma question, pourquoi dès que vous avez constaté ça, vous n'avez pas déposé plainte ou écrit au procureur de la République? Si c'est le cas, quel est le retour? Actuellement, êtes-vous en procès? Monsieur, ça c'est pour Monsieur Dole. Monsieur Dole, vous dites que vous avez été viré, donc je suppose que vous avez eu un avocat qui vous suivait. Est-ce qu'une faute a été reconnue? Parce qu'après tout, vous étiez, enfin pour moi, même pas en faute, puisque vous dénoncez des faits qui doivent cesser. Donc avez-vous des dommages intérêts? Êtes-vous suivi? Enfin voilà, assez vite. Madame la présidente, Madame la rapporteure, Madame Simoneau vous a posé une question que je voulais vous poser, mais plus en détail. Quelles seraient les mesures? Alors moi, je vais vous poser plus en détail. Est-ce que vous pensez que ces plateformes devraient être contrôlées, qu'il devrait y avoir des contrôles tous les mois ou pas? Parce qu'effectivement, nous, députés, à ce moment-là, on est peut-être là pour faire des propositions de loi aussi à un moment donné, parce que moi, tout ça me révolte. Donc, effectivement, il faut qu'on change les choses. Et je crois qu'en tant que députés, nous tous, dans tous les partis, on est là pour changer ça. Esclavagisme moderne, vous avez dit aussi, vous voyez, votre intervention est passionnante. Et troisième, j'essaie de résumer et j'essaie d'aller un peu vite dans mes questions. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas abuser. Et je vous remercie encore une fois. Je vais commencer à vous répondre. Sur votre première question, pourquoi un sous-traitant ne rompt pas le contrat? Vous rentrez dans une société, vous engagez, vous prenez des chauffeurs, vous faites des crédits, vous engagez sur 5 ans pour un camion, au bout d'1 an, on vous baisse le tarif. Vous arrêtez. Et vos 15 camions, vous les remettez où? Vous allez aggraver encore la chose. Alors, on arrive à vous convaincre de tenir, on vous dit c'est un mauvais passage, c'est à cause de ça. Vous tombez dans une spirale infernale. Un petit peu comme quand les personnes qui sont enlevées tombent un petit peu amoureux de leur ravisseur. C'est un peu ça. Moi, ça faisait des années que j'étais à TNT FedEx. Alors, je me suis dit, c'est un mauvais passage.
Ensuite, on m'a dit, est-ce qu'on a signalé où en est la plainte? Nous, on n'a pas porté plainte. Au départ, il y a eu une plainte pour ça qui a été classée, qui était très mal faite, qui a été faite directement dans un commissariat. Le temps a fait son œuvre et l'ancien juge d'instruction Charles Duchesne, qui est aujourd'hui à l'Agence française anticorruption, a informé le parquet de Marseille, la procureure Dominique Laurence, qui nous a fait, vu qu'elle était compétente, qui nous a demandé d'aller témoigner à la brigade financière de Marseille, où nous avons été reçus par un commandant qui s'appelle le commandant Pochebonne, qui nous a auditionné pendant de très très longues heures. Et ce dossier est aujourd'hui en instruction au parquet de Lyon. Une enquête est ouverte en préliminaire pour prêt de main-d'œuvre illicite et délit de marchandage. Et pour en revenir à la solution, alors la solution pour les Uber, je ne l'évoquerai pas, je ne suis pas assez spécialisé pour les Uber. Je pense qu'il y en a d'autres comme Brahim qui peuvent le faire. Par contre, pour la sous-traitance, on est en train de travailler sur une PPL avec des députés. Donc je ne rentrerai pas non plus dans le cadre de nos travaux, mais en globalité, c'est un cahier des charges qui imposerait au sous-traitant, quand il répond à un appel d'offres, de marquer ses coûts, tous ses coûts, indirects, directs. Et si le donneur d'ordre accepte ce devis, forcément, c'est qu'il paye à hauteur des coûts. S'il veut trouver moins cher, qu'il prenne. Mais dans ce cas-là, le mec qui prendra le contrat devra justifier de ses coûts. C'est fini de dire je prends une tournée, on vous la vend, on vous vend du rêve, on vous dit il y a 80 points, fais-nous un prix pour 80 points, en fait il n'y en a que 70, on ne vous les paye pas tous, il n'en reste que 50, et on vous met des pénalités, vous êtes payé à hauteur de 30 points. Voilà. Un cahier des charges avec une tarification que le donneur d'ordre et le sous-traitant s'engagent à contractualiser un contrat dont ils prouvent réciproquement qu'ils ne travaillent plus à perte. C'est interdit. Merci à vous. Alors, je reviens brièvement sur votre première question pour rajouter à ce qu'a dit M. Street. Pourquoi ne pas tout envoyer balader? Il faut savoir que, encore une fois, j'essaie de faire une métaphore dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Imaginez qu'une entreprise, quand elle est en relation avec un donneur d'ordre, comme je reprends le nom de FedEx, puisque moi c'est ce que j'ai le mieux connu, hein. J'ai quand même passé près de 15 ans. Vous recevez un sous-traitant, je reçois monsieur Street, un des éléments, ça va être de lui dire, est-ce que vous avez de la dépendance économique ailleurs que chez nous, parce que vous ne pouvez pas être notre seul client. Lui va me dire, oui, je suis au courant, je travaille un peu chez Amazon, un peu chez DHL, etc. etc. J'en reviens à votre question, pourquoi garder les contrats? Parce qu'on se dit, oui, mais si jamais je perds mon contrat de TNT, qui représente un certain volume de chiffre d'affaires, alors DHL, au prochain bilan financier, va me dire, mais oui, mais si vous avez perdu chez lui, moi, je ne peux pas vous garder parce que vous êtes trop dépendant de moi. Et ainsi de suite. Et on perd tout. Par contre, on garde tout. On perd nos revenus, mais on garde toutes nos dépenses. C'est pour ça que la plupart du temps, ils se disent, bon, et puis le monde du transport, c'est un petit monde en fait. Quand vous êtes dans un département, vous êtes ces 3-4 opérateurs, en gros, vous avez fait le tour. Donc, vous dites, ben, je vais m'en sortir. Et puis, on croit toujours, comme un joueur qui serait envoûté par les paris sportifs, par exemple, il se dit, non, mais je vais y arriver. Et puis, on n'y arrive pas. Donc, ça, c'était pour une petite précision. La plainte, Hervé en a parlé. Ensuite, je reviens sur le sujet de mon procès. Oui, et je vous remercie de cette question parce que c'est la première fois en 3 ans et demi qu'on me la pose et pour moi, elle est importante. Donc, ça va me permettre d'expliquer un peu ce souci-là. Oui, je suis suivi par un avocat qui est le même que Hervé Street, c'est maître Emmanuel Molina à Marseille, dans le 6e arrondissement. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. On a porté plainte au prud'homme parce qu'il a cru en ce que je disais, élément à l'appui. Il m'a permis de gagner en première instance contre FedEx, sachant qu'en première instance, ce n'était pas évident puisque c'est un tribunal civil et que les décisions de ce type-là sont toujours complexes à prendre face à des donneurs d'ordre aussi importants. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais je le fais remarquer. Moi, sur le front, il n'y a rien d'écrit. Par contre, j'ai des boutons qui me sont apparus. Et ça, c'est dû à FedEx, en fait. C'est une maladie qui m'est apparue après mon départ. J'en avais pas avant. Et je le garderai à vie. Parce qu'après bilan de santé, je vais le garder à vie. C'est comme ça. Donc ça... Vous voyez, pour moi, c'est une marque physique que je vais garder à vie. C'est dû au stress. Hein. Et par ailleurs, la suite, ça a été de me dire, moi qui avais fondé beaucoup d'espoir dans le transport, les mots sont un peu complexes, moi qui avais fondé beaucoup d'espoir dans le transport, qui a été suivi par des gens formidables, parce que dans ce milieu, il y avait des gens formidables quand moi j'ai commencé à 19 ans,
J'ai entamé ma carrière en disant je vais progresser et puis je vais essayer à mon petit niveau de pouvoir changer les choses en respectant les entreprises, mais d'essayer de changer les choses. J'ai essayé, j'ai été viré comme un malpropre. Ça m'a dégoûté de ce qui me passionnait et je me suis dit plus jamais je mettrai les pieds là-dedans parce que plus jamais je voulais emmener ma famille, ma femme et mes 2 filles que je voyais jamais. Je ne voulais plus les emmener là-dedans. Vous voyez, excusez-moi. Et heureusement que je les avais, parce que sans ça, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu dur, mais il fallait que je le dise. Merci beaucoup. Merci, merci messieurs, merci de la sincérité de votre témoignage. Je pense que c'était effectivement utile même qu'on prenne un peu plus de temps pour pouvoir parler. Vous avez mentionné un certain nombre de documents. Je pense que la rapporteure, moi-même, vous feront passer les demandes. Et évidemment, n'hésitez pas spontanément à nous faire parvenir les documents complémentaires. On a encore quelques semaines devant nous pour la commission d'enquête. Je vous remercie de votre présence et de votre témoignage. Comme je l'ai dit, vous pourrez nous faire parvenir le reste. Et dans l'intervalle, je vous souhaite à tous les deux une excellente journée. Merci, messieurs. Merci.